Mon frère a eu une liaison secrète avec ma femme pendant 6 mois, maintenant je suis son patron et je détruis lentement sa carrière. J'ai été avec mon ex-femme pendant 6 ans au total, dont 3 ans de mariage. Elle n'était pas seulement ma compagne de vie, elle était aussi ma meilleure amie, ma confidente, la personne avec qui je pensais vieillir. Je n'étais pas flamboyant, mais j'étais stable et responsable. Je m'efforçais de construire notre monde, brique par brique, avec patience et dévouement, la maison que nous avons achetée ensemble, les excursions du week-end à la côte, le petit jardin qu'elle aimait en chaque détail, je le concrétisais par un travail constant et un engagement indéfectible. Je me souviens de la façon dont elle m'a regardé le jour de notre mariage, les yeux remplis de larmes. À ce moment-là, je me suis senti invincible. Tu es mon roc, me disait-elle en me caressant le visage dans l'obscurité, et j'étais fier d'être cette fondation solide sur laquelle elle pouvait s'appuyer. Mon frère, en revanche, était toujours le charismatique, le casse-cou, celui qui captait toute l'attention lors d'une réunion. Il entrait dans n'importe quel endroit et, en quelques minutes, les gens succombaient à son charme. Depuis notre enfance, il obtenait presque tout facilement, c'est lui qui avait les filles, celui qui connaissait un succès éclatant, tandis que je travaillais 2 fois plus dur pour obtenir 2 fois moins. Mais je ne l'ai jamais envié, au contraire, je l'appréciais. Il était mon frère. Quand il traversait des moments difficiles, je lui offrais un toit au-dessus de sa tête dans notre maison. S'il avait besoin d'argent, je l'aidais sans hésitation. Je lui faisais confiance, bien sûr, et à ma femme aussi. C'est peut-être là que mon erreur a commencé, lui accorder toute ma confiance. La dynamique au sein de notre famille a toujours été compliquée, mon père le préférait, le fils en or qui ne semblait jamais faire d'erreur. J'ai grandi en entendant le même refrain, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère, même quand les choses tournaient mal pour lui, il le faisait de façon si spectaculaire que cela semblait digne d'admiration. Je me suis habitué à être l'ombre, à trouver ma place dans les coins tranquilles que mon frère n'occupait pas. C'est pourquoi, en découvrant sa trahison, la douleur a été plus profonde. J'avais passé ma vie à me convaincre que notre lien du sang était au-dessus des rivalités et à faire taire cette petite voix insécure qui m'avertissait qu'il pourrait prendre ce qui était à moi, juste comme ça. Tout a commencé par des signes minimes, des messages tard le soir que ma femme cachait nerveusement, une soudaine distance émotionnelle, des plans de dernière minute avec des explications fragiles, le parfum qu'elle ne portait pas pour moi et surtout une étrange tension chaque fois que mon frère était présent. Il a cessé d'être le gars confiant qu'il était toujours et a commencé à éviter mon regard. Si nous étions tous les 3 dans la même pièce, elle semblait mal à l'aise et coupable. C'était comme si un courant imperceptible mais bien réel flottait dans l'air. J'ai essayé de l'ignorer, me disant que je n'étais pas un mari jaloux. Je voulais lui faire confiance, nous faire confiance aux vœux que nous avions prononcés. Je croyais que la confiance pouvait me protéger de tout doute, jusqu'à une nuit où j'ai vu un message sur son téléphone, qu'elle avait laissé déverrouillé sur la table de nuit. J'ai hâte de te voir demain, l'ai-je lu, le cœur battant à tout rompre. Je me suis figé, hésitant entre respecter sa vie privée et confirmer, une fois pour toutes, ce que je craignais déjà. Finalement, la curiosité mêlée à la douleur a été plus forte et j'ai ouvert la conversation. Tout y était, des textos, des photos, des mensonges. Ils se voyaient en secret depuis des mois, se rencontraient dans des hôtels quand j'étais en voyage d'affaires, trouvaient des moments dans notre propre maison quand je faisais des heures supplémentaires. Ils planifiaient un avenir ensemble, sans moi. Il me comprend d'une manière que tu n'as jamais pu, avait-elle écrit. Nous étions faits pour être ensemble, a répondu mon frère. J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. Chaque nuit supplémentaire au bureau, chaque week-end passé à améliorer notre maison, chaque sacrifice personnel, tout est devenu une blague macabre. Il s'était moqué de moi, me considérant comme ennuyeux, mais le pire n'était pas la trahison elle-même, mais de découvrir que les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance avaient perçu mon amour et ma loyauté comme une faiblesse. Cette même nuit, j'ai imprimé les messages, je les ai laissés sur la table de la cuisine et j'ai attendu. Chaque minute semblait éternelle, alors que le soleil se glissait à travers la pièce, éclairant les photographies d'une vie qui ressemblait soudain à une farce dont j'étais le seul à ne pas connaître le scénario. Quand elle est arrivée, elle est devenue pâle. Ce n'était pas de la honte qu'elle montrait, mais la peur d'être découverte. Je peux expliquer, murmura-t-elle. Je n'ai demandé que la vérité, depuis combien de temps? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée et, dans un murmure, a répondu, 6 mois. Une demi-année de tromperie, de « je t'aime » qui n'était que du vent, de mes adieux qui se terminaient dans ses bras, de partager mon lit avec quelqu'un qui courait retrouver mon propre frère.
J'ai eu des nausées, un frisson qui m'a percé les os et je me suis accroché à la chaise pour ne pas tomber. L'aimes-tu? Ai-je demandé avec un calme étrange. Son silence a suffi. Tout s'est terminé là. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié. Le lendemain, je suis allé directement déposer une demande de divorce. Chaque mot des « excuses » qui sortait de sa bouche me glissait dessus. Je ne ressentais plus rien. Pour ses larmes. Quand j'ai affronté mon frère, je l'ai trouvé avec son sourire suffisant, appuyé contre sa voiture. Il n'a même pas feint le remords. Il a simplement dit « Mec, elle avait besoin de quelque chose que tu ne pouvais pas lui donner. » J'ai eu envie de le frapper, mais je me suis retenu. Je n'ai pu que lui dire froidement que j'espérais qu'elle valait tous ses dégâts, et je suis parti, fermant la porte à mon ancienne vie. J'ai débranché les téléphones, supprimé les comptes de médias sociaux et déménagé dans un appartement loin de nos souvenirs communs. J'ai abandonné des albums, des objets et plus de 10 ans de souvenirs. À cette époque, je pensais que c'était la dernière page de cette histoire, mais le destin, ou peut-être le karma, avait d'autres plans. Et croyez-moi, le karma sait prendre des tournures inattendues. Les premiers mois après le divorce ont été une torture. J'ai perdu des amis, eu des frictions avec ma famille et passé de nombreuses nuits en silence, entouré de mes propres pensées, rejouant la trahison encore et encore. L'écho de mon appartement est devenu insupportable. Peu importe la quantité de musique que je jouais ou le temps que je laissais la télévision allumée, je ne pouvais pas faire taire cette voix intérieure qui me demandait si le problème était que je n'étais jamais assez, si j'avais tout ignoré, ou si j'aurais pu, d'une manière ou d'une autre, l'empêcher. Le pire, c'était la pitié dans les yeux des gens. Cela se remarquait dans le ton gentil et prudent qu'ils utilisaient pour éviter de mentionner mon ex ou mon frère. Cela se manifestait également chez les collègues qui m'invitaient à prendre un verre et me traitaient avec une compassion excessive. Petit à petit, je me suis laissé consumer par l'apitoiement sur moi-même, je buvais trop, je mangeais mal et je dormais à peine. Ma santé se détériorait. Je suis devenu le divorcé stéréotypé, rancunier, négligé et amer. Il fut un temps où j'ai commencé à croire que c'était mon destin. Le point de rupture est survenu un mardi pluvieux, 6 mois après avoir signé les papiers du divorce. J'étais à moitié endormi sur le canapé, entouré de bouteilles vides et de boîtes à pizza à moitié mangées, lorsque j'ai reçu une notification d'un réseau social que j'avais oublié de bloquer. C'était une photo de mon frère et de mon ex-femme sur une plage paradisiaque. Ils souriaient d'un air entendu, avec la légende, parfois, la vie vous réserve des cadeaux inattendus #béni #nouveau départ. Mon estomac s'est retourné, j'ai ressenti la même rage qu'avant, mais cette fois, elle était accompagnée de quelque chose d'autre, froid et lumineux, une clarté qui m'a fait voir ce que j'étais devenu. Pendant qu'ils s'amusaient, je sombrais. Je ne pouvais pas les laisser gagner. J'ai supprimé l'application, je me suis levé et j'ai regardé autour de moi, désordre, tristesse, autodestruction. Puis, j'ai pris une décision, je n'allais pas les laisser me vaincre. Le lendemain matin, avant l'aube, j'ai lacé mes chaussures de course pour la première fois depuis des mois. Chaque foulée était une torture, mes poumons brûlaient et mes jambes tremblaient, mais cette douleur physique était plus supportable que l'angoisse mentale. J'ai couru jusqu'à presque m'effondrer et je suis rentré chez moi à pied, la poitrine haletante, mais me sentant plus vivant que jamais. Ce même jour, j'ai nettoyé mon appartement, jeté les bouteilles d'alcool et préparé mon premier repas maison depuis longtemps. Cela semblait être de petits pas, mais pour moi, ils étaient gigantesques. J'ai commencé une thérapie la semaine suivante, non pas pour leur pardonner, je n'en avais aucune intention, mais pour comprendre pourquoi j'avais permis à 2 personnes de me blesser de cette façon. Ma thérapeute, une femme de caractère, ne m'a pas offert de compassion bon marché ni d'idées, oubliez le ressentiment. La colère peut être constructive, m'a-t-elle dit lors de notre 3e séance. La question est, en quoi allez-vous la transformer? J'ai donc décidé de la transformer en ambition. J'ai consacré toute mon énergie au travail. Chaque heure que je ne passais pas à dormir ou à faire de l'exercice, je l'utilisais pour ma carrière professionnelle, déterminé à prouver ma valeur et à m'assurer qu'avec le temps, ils se rendraient compte de ce qu'ils avaient perdu. J'ai mis à jour ma garde-robe, j'ai fréquenté d'autres femmes rien de sérieux, juste pour me rappeler que j'en valais la peine, j'ai renoué avec de vieux amis qui s'étaient éloignés pendant mon mariage, je me suis fait de nouveaux amis qui ne savaient rien de mon drame personnel. J'ai créé une vie définie non pas par ce que j'avais perdu, mais par ce que je construisais. Et cela a fonctionné. J'ai obtenu une promotion, puis une autre, puis une autre.
Cette même persévérance et cette même discrétion que mon ex considérait comme ennuyeuses sont devenues ma meilleure arme. Au bureau, je n'étais pas flamboyant comme mon frère et je ne me vantais pas de mes réalisations, je fournissais simplement des résultats constants, apportais des idées innovantes et obtenais des résultats tangibles. Avec le temps, mes supérieurs l'ont remarqué et j'ai gravi les échelons de l'entreprise. 5 ans plus tard, je suis devenu vice-président des finances d'une grande entreprise. Au cours de ma carrière, je suis parvenu à posséder de l'argent, du pouvoir et du respect. Je bénéficiais d'un bureau d'angle avec une vue imprenable sur la ville, je vivais dans un appartement moderne dans un quartier chic et je fréquentais des personnes prospères et authentiques qui appréciaient la substance plus que l'apparence. Cependant, à l'opposé, mon frère avait stagné. Bien que j'ai eu le soutien de connaissances et de parents qui se sentaient obligés de me tenir au courant, sa vie a démontré qu'il n'est pas facile quand personne n'est là pour ramasser les morceaux de vos erreurs. La carrière de mon frère avait plafonné et son mariage avec mon ex-femme s'effondrait sous le poids des difficultés financières et du ressentiment mutuel. Désespéré, il essayait de s'accrocher à l'existence qu'il avait, en quelque sorte, usurpée à moi. L'ironie était palpable, en me trahissant, il pensait me prendre mon bonheur, sans se rendre compte qu'il m'avait en fait libéré pour devenir l'homme que je pouvais toujours être, un homme qui ne vivait plus dans l'ombre de personne. Le destin a décidé de jouer son rôle au moment précis où sa disparition professionnelle semblait inévitable. J'ai reçu un courriel annonçant une restructuration après l'acquisition d'une petite entreprise, précisément celle où travaillait mon frère. Bien que je n'ai pas suivi sa carrière de près, je savais qu'il avait rebondi entre des postes de niveau intermédiaire, sans être à la hauteur du potentiel que chacun lui reconnaissait. En jetant un coup d'œil à la liste des employés qui seraient transférés dans mon service, j'ai vu son nom, ce qui m'a fait éclater de rire dans mon bureau, ce qui a surpris mon assistante. L'univers, avec son sens de l'humour tordu, avait fait en sorte que l'homme qui m'avait ridiculisé pour être ennuyeux devienne maintenant mon subordonné direct. Le Golden Boy qui avait toujours compté sur son charme et sa chance devrait rendre des comptes au frère qui l'avait trahi. Pendant un bref instant, j'ai envisagé de me récuser en raison d'un conflit d'intérêts. Cela aurait été la chose professionnelle à faire, la voie éthique. Mais ensuite, je me suis souvenu de son sourire suffisant lorsqu'il m'avait dit « Elle veut quelque chose de plus que ce que tu peux lui donner ». Je me suis souvenu de cette photo de posant sur la plage, l'air heureux, alors que je me noyais dans ma propre misère. J'ai alors décidé d'accepter la restructuration sans autre commentaire, en m'assurant que son transfert soit traité avec la plus grande efficacité. J'ai attendu qu'il se rende compte dans quel service il avait atterri. L'expression de son visage lorsqu'il est entré dans la réunion d'intégration, me voyant assis au bout de la table, valait chaque seconde de douleur accumulée. Le sang semblait se retirer de son visage, sa démarche est devenue hésitante et, pour la première fois, il est resté sans voix. Avec un sourire professionnel, j'ai tendu la main et j'ai dit « Bienvenue dans l'équipe, James ». Et croyez-moi, je me suis assuré qu'il comprenne clairement à qui il devait maintenant rendre des comptes. Il ne s'agissait pas de le licencier immédiatement, cela aurait été trop facile. Une indemnité de départ rapide ne lui aurait permis que de brosser un tableau où j'étais le méchant et où il était la victime d'un frère vengeur. Mon objectif était plus grand que de simplement lui retirer son emploi, je voulais qu'il perde sa dignité, son image de soi, cette confiance arrogante qui lui avait permis de naviguer dans la vie grâce au charme et aux secondes chances. La beauté, bien que impitoyable, de l'Amérique des entreprises réside dans sa froideur impersonnelle. Je n'avais pas besoin d'enfreindre les règles ou d'abuser de mon pouvoir, il suffisait de lui appliquer les mêmes exigences qu'à tout autre employé, exigences auxquelles il n'avait jamais été soumis dans sa vie charmée. Alors que d'autres professionnels, talentueux et dévoués, savaient s'épanouir sous la pression, mon frère, habitué à prendre des raccourcis et à s'appuyer sur ses relations personnelles, a commencé à se noyer lentement. Je l'ai vu s'effondrer par étapes, comme une scène tragique au ralenti. D'abord la frustration, l'irritabilité et les commentaires sarcastiques lors des réunions, qui ont fait sourciller ses collègues. Puis le désespoir, des nuits interminables, des yeux injectés de sang, des chemises tachées de café et des cravates dénouées. Enfin, la peur s'est installée. Je la sentais dans son souffle lorsqu'il entrait dans mon bureau lors de nos réunions hebdomadaires, la sueur froide, les mains tremblantes et les explications répétées pour ne pas avoir atteint les objectifs qui s'effondraient sous mes questions calmes révélaient une vulnérabilité que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. « Je fais de mon mieux, patron », a-t-il dit un jour, la voix tremblante. « C'est précisément ce qui m'inquiète », ai-je répondu. Il y a une sorte particulière de torture psychologique à reconnaître que vos meilleurs efforts ne suffisent pas, à voir l'image que vous avez construite tout au long de votre vie, celle du Golden Boy qui retombe toujours sur ses pieds,
disparaître sous la pression réelle. Je ne voulais pas simplement le voir échouer, je désirais ardemment qu'il se voie clairement. Pendant ce temps, sa vie personnelle était déjà en train de s'effondrer. Par le biais du bouche à oreille de l'entreprise, j'ai appris que mon ex-femme, qui m'avait quitté pour lui, s'attendait à un certain style de vie. Avec sa carrière au point mort et ses dettes qui s'accumulaient, les vacances tropicales ont cessé, les vêtements de créateur ont été retournés et la maison de rêve, plus grande que celle qu'elle partageait avec moi, devenait un fardeau financier insupportable. Je me suis assuré, en tant que dirigeant, et lorsque les restrictions budgétaires ont obligé quelqu'un à perdre son soutien administratif, qu'il soit le premier sur la liste. Il s'agissait de petits affronts, prodigués de manière professionnelle et distante, qui s'accumulaient comme une mort par 1000 coupures. Tous présentés avec un sourire et un discours sur le fait que, nous faisons tous des sacrifices. J'ai vu comment ces tensions ont laissé des marques permanentes sur son visage, transformant sa confiance en une posture de défaite. Son rire, autrefois l'âme de toute réunion sociale, est devenu une rare expiration. Son charisme naturel, cette capacité innée qui le distinguait, s'est flétri sous la froide lumière fluorescente de la réalité des entreprises. Le coup de grâce est survenu le jour où il a perdu un compte de plusieurs millions de dollars, une présentation mal exécutée, un tremblement nerveux et du café renversé sur le costume coûteux d'un client. La situation est devenue intenable lorsque le client est sorti en trombe, exigeant un autre gestionnaire de compte. Cet après-midi-là, je l'ai appelé dans mon bureau. Sa cravate était de travers, sa chemise tachée et ses yeux reflétaient la réalisation inévitable de ce qui allait se passer. D'un ton neutre et professionnel, j'ai dit, « Tu sais pourquoi tu es là ?» Il a hoché la tête, brièvement et hésitant, et avec une lueur de son ancienne rébellion dans les yeux, il a commenté, « J'ai toujours attendu ce moment. » Je me suis penché en arrière sur ma chaise et je l'ai regardé attentivement, mon frère, mon sang, celui qui m'a appris à faire du vélo et qui m'a défendu contre les brutes avant de le devenir lui-même. Pendant un moment, j'ai hésité, mais ensuite je me suis souvenu de ses propres mots, elle voulait quelque chose de plus que ce que tu pouvais lui donner. D'une voix froide et ferme, j'ai dit, je t'ai subtilement menti. Ce sont les affaires. Tes performances n'ont pas été conformes aux normes de l'entreprise pendant 3 trimestres consécutifs. Nous avons investi dans le coaching et élaboré de multiples plans d'amélioration. À ce stade, le licenciement est la seule option. Je n'ai laissé aucune place au doute. Je l'ai licencié publiquement et brutalement, en présence de témoins des ressources humaines et du service juridique, afin de prouver que tout avait été fait dans les règles. Il a été escorté à l'extérieur avec une boîte en carton à la main, passant devant les regards curieux de collègues qui avaient parié en silence sur le jour où cela se produirait. Il a quitté le bâtiment humilié, sachant que j'avais eu le dernier mot. Il ne s'agissait pas d'un accès de colère ou d'une altercation physique, car de telles réactions lui auraient donné l'avantage moral, une histoire dans laquelle il était la victime d'un frère instable et vengeur. Non, je l'ai battu à son propre jeu, en politique, en apparence, dans ce jeu d'échecs social auquel il a toujours pensé être supérieur. La situation a atteint un point encore plus ironique lorsque sa femme, mon ex-femme, l'attendait dans le hall. Elle était venue par surprise pour le déjeuner et a regardé sans se cacher la sécurité l'escorter hors du bâtiment. D'anciens collègues ont détourné le regard alors que la boîte contenant ses affaires tremblait dans ses mains. Puis elle a levé les yeux et m'a vu depuis la mezzanine, impassible et victorieux. À ce moment-là, j'ai cessé d'être l'ennuyeux, et je suis devenu l'architecte de son humiliation. J'ai perçu un changement dans ses yeux, ce n'était pas tant du regret, elle a toujours été trop égocentrique pour cela, mais une réévaluation, un recalibrage de ses valeurs. Elle semblait comprendre que la stabilité pouvait valoir plus que l'excitation et je pouvais presque imaginer ses pensées, peut-être que j'ai mal choisi. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des années, non seulement à cause de la victoire obtenue en choisissant de me reconstruire au lieu de me vautrer, mais aussi parce que, finalement, la balance avait été équilibrée. Je lui avais pris quelque chose de très précieux, sa perception de soi, son illusion d'invincibilité, cette fiction réconfortante selon laquelle l'univers se plierait toujours à sa volonté. Dans la solitude obscure de ma chambre, j'ai murmuré au fantôme du passé, maintenant, nous sommes quittes. Cependant, le karma n'en avait pas encore fini avec nous deux. 2 semaines plus tard, la 4e partie a commencé, la vengeance ultime. Elle m'a contacté en premier, avec un courriel poli s'excusant vaguement, tâtant le terrain. Puis est venue une invitation à prendre un café, une rencontre, décontractée, sans pression. Mais je sentais déjà le sous-entendu. Pendant 5 ans, je m'étais transformé en l'homme que je suis aujourd'hui, prospère, confiant, intouchable, exactement l'homme qu'elle a toujours voulu que mon frère soit.
L'ironie ne m'a pas échappé, tout ce pourquoi elle m'avait quitté pour mon frère n'a pas réussi à tenir ses promesses et ce qu'elle avait rejeté en moi n'avait fait que se renforcer. Je n'ai pas accepté, non pas parce que je la voulais en retour, mais pour le plaisir de voir l'expression pathétique sur le visage de mon frère lorsqu'il réaliserait que sa femme me voulait. La justice poétique avait prévalu. Le cycle était bouclé, comme un serpent se mordant la queue. J'ai suggéré un restaurant haut de gamme au lieu d'un café, un territoire neutre, avec l'avantage supplémentaire de la forcer à s'habiller et à se rappeler ce qu'avec les revenus décroissants de mon frère, elle ne pouvait plus se permettre. J'ai choisi un jeudi après-midi, sachant par d'anciennes connaissances que c'est à ce moment-là que mon frère assistait à son groupe de soutien pour les chômeurs. Elle est arrivée 10 minutes en avance, tandis que moi, de manière calculée, je suis arrivé 15 minutes en retard, un jeu de pouvoir petit mais efficace. Enfin, alors que je m'installais dans la banquette en face d'elle, je pouvais voir un mélange de soulagement et de nervosité sur son visage, comme si elle avait peur que je ne vienne pas. Elle avait vieilli, oui, il y avait quelques rides de plus autour de ses yeux, son maquillage était plus soigné maintenant et ses bijoux étaient nettement moins chers qu'à l'époque où elle m'avait quitté. Elle conservait encore cette beauté qui attirait toujours l'attention, conçue pour être admirée et attirer les regards. « Tu as bonne mine », a-t-elle commenté en observant mon costume sur mesure, ma posture confiante et la montre coûteuse à mon poignet. Avec un sourire soigneusement mesuré, j'ai répondu « Bien, et toi ?» commençant ainsi une danse de demi-vérité et d'omission, une navigation prudente à travers un passé commun maintenant entaché de trahison. Elle a parlé des difficultés rencontrées dans son travail, des passe-temps coûteux auxquels elle avait renoncé et d'une famille qui désapprouvait ses décisions, évitant de mentionner mon frère, comme si prononcer son nom pouvait briser le lien fragile que nous commencions à reconstruire. Pour ma part, j'ai raconté des histoires sur mon succès, mes voyages et mes projets d'avenir. J'ai remarqué comment ses yeux s'illuminaient à chaque anecdote, chaque manifestation subtile de la stabilité et de la prospérité qu'elle avait laissée derrière elle. J'ai perçu dans son sourire cette même formule calculatrice qu'elle utilisait lors de nos premières rencontres, évaluer ce qu'un homme pouvait offrir. Après seulement 3 verres de vin, elle a finalement abordé le sujet que nous évitions. « J'ai fait une erreur », a-t-elle dit doucement en laissant ses doigts caresser le pied de son verre. Avec James avec tout. J'ai haussé un sourcil et j'ai attendu en silence qu'elle termine sa pensée. Il n'était pas celui que je pensais, a-t-elle poursuivi, ou peut-être était-il exactement tel que je l'imaginais et c'était le problème. Un rire amer lui a échappé, tu sais ce qui est ironique ? Tout ce qui semblait si excitant chez lui, la spontanéité, le charme, l'audace, c'est exactement ce qui nous a détruits à la fin. J'ai hoché la tête, feignant la compréhension, bien qu'à l'intérieur, seule une froide indifférence régnait, comme si je regardais un film dont je connaissais déjà la fin, le coucher de soleil de notre mariage. Après une brève pause, elle a ajouté, « Tout est vraiment terminé depuis des mois, aucun de nous ne voulait l'admettre. Après que je l'ai renvoyé, ai-je corrigé. Après qu'il ait perdu son emploi, les choses ont empiré. Il te blâme, bien sûr. Il dit que tu l'as piégé pour qu'il échoue. » Avec une véritable curiosité, j'ai demandé, quelle histoire a-t-il inventée pour se justifier ? Ses yeux ont rencontré les miens et, à ce moment-là, j'ai vu une lueur de la femme que j'avais aimée autrefois, directe et sans réserve. Je pense que tu lui as donné exactement ce qu'il méritait, ce que nous méritions tous les deux, a-t-elle avoué. Et ses paroles sont restées suspendues entre nous, chargées d'implications et de possibilités. Doucement, elle a tendu la main vers la mienne, la frôlant, ce qui nous manque, c'est ce que nous avions, la sécurité, la certitude. Une pause, remplie d'un silence qui semblait promettre des retrouvailles d'amour perdu. À ce moment précis, le plan que j'avais orchestré depuis si longtemps s'est matérialisé. Tu me manques, a-t-elle avoué. Elle m'a dit qu'elle regrettait de m'avoir quitté, qu'elle me manquait et qu'elle voulait une autre chance. Je l'ai laissé se décharger, lui permettant d'énumérer toutes les façons dont mon frère avait échoué, toutes les façons dont elle avait prouvé que j'étais l'homme supérieur, se dépeignant comme la victime de son propre mauvais choix au lieu d'admettre qu'elle avait été l'architecte de sa propre trahison. Elle a construit des châteaux en Espagne, promettant une réconciliation, un nouveau départ, une seconde chance dans la vie qu'elle avait jetée. Ses yeux brillaient de larmes sur le point de couler. S'il s'agissait d'une émotion authentique ou d'une tentative calculée pour me charmer par sa vulnérabilité, je ne pouvais pas le dire avec certitude. C'était peut-être un mélange des deux. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, a-t-elle dit, la voix brisée au bon moment, mais penses-tu que tu pourrais me pardonner ? Pourrions-nous réessayer ? J'ai cherché sur son visage la femme à qui j'avais autrefois juré ma vie, celle dont le sourire avait été mon phare et dont le bonheur était ma mission.
J'ai essayé de ressentir quelque chose, n'importe quelle émotion qui surmonterait cette froide satisfaction. C'est à ce moment-là que j'ai compris la vérité ultime, elle n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Ce n'était pas que je la haïsse la haine, après tout, n'est que l'ombre de l'amour, mais que j'étais simplement indifférent, sans colère, sans amour, sans désir. Elle était devenue aussi insignifiante pour moi qu'un étranger dans la rue. Cette indifférence était ma vraie victoire, bien plus que le succès professionnel ou la ruine de mon frère, car cela signifiait me libérer du pouvoir de ceux qui avaient autrefois tenu mon cœur si soigneusement. Je me souviens de ce moment au restaurant. J'ai souri sincèrement, un sourire qui l'a complètement déconcerté. Elle a interprété ce geste comme une lueur d'acceptation, d'espoir et m'a serré la main fermement. Puis je lui ai ri au nez. Non pas avec cruauté ou méchanceté, mais avec la libération pure et sincère d'un homme se débarrassant enfin de ses dernières chaînes. Il y a 5 ans, ce moment aurait tout signifié, t'entendre dire que tu avais fait une erreur, te voir supplier pour une seconde chance, ai-je pensé en retirant calmement ma main de la sienne. Je ne m'en souciais plus, même pas de ressentir de la colère. Son visage est devenu pâle et cette vulnérabilité qu'elle avait si méticuleusement construite s'est durcie en néant. Vous vous méritez, ai-je dit en laissant assez d'argent sur la table pour couvrir les 2 repas, plus un pourboire généreux. Toi et James, 2 personnes qui apprécient l'apparence plus que la substance, qui préfèrent l'excitation à l'engagement, prenant toujours sans rien donner en retour. Je me suis redressé. Des gens qui n'ont jamais compris que l'amour n'est pas ce que l'on peut obtenir, mais ce que l'on est prêt à sacrifier. Alors que je m'éloignais, la dernière chose que j'ai entendue a été sa voix qui appelait mon nom, puis se dissolvant en sanglots alors que d'autres convives se retournaient pour regarder. Je ne me suis pas retourné. Depuis le jour où j'ai découvert la trahison, je n'avais besoin d'aucune confirmation. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais entier. Dehors, l'air de la nuit était frais, les lumières de la ville se fondaient en un miroitement flou comme des étoiles au crépuscule. J'ai respiré profondément, me sentant plus léger que jamais. À ce moment-là, mon téléphone a vibré, un message de mon frère, frénétique, « Qu'est-ce que tu lui as dit ? Elle est hystérique. » J'ai choisi de supprimer le message sans répondre. Cette farce familiale n'était plus mon affaire. J'ai parcouru mes contacts jusqu'au nom d'une femme que je n'avais pas appelée depuis des semaines, quelqu'un que je voyais occasionnellement, une femme aux yeux doux et au rire sincère, inconsciente de mon passé et, sans le savoir, digne d'un homme sans fardeau, sans vengeance, sans les ombres de la trahison obscurcissant son cœur. J'ai hésité un instant, puis j'ai composé son numéro, « Bonjour », ai-je salué lorsqu'elle a répondu. « Je sais qu'il est tard, mais je voulais savoir si tu aimerais dîner. J'ai quelque chose à te dire, je dois tout avouer sur mon frère, mon ex et la vengeance qui m'a consumé. Ce n'est pas que je lui devais des explications, mais que je voulais recommencer, laisser derrière moi ce qui m'enchaînait au passé. Cette nuit-là, en attendant un taxi, mon frère a appelé et peu de temps après, mon ex aussi. J'ai coupé le son du téléphone et les remis dans ma poche. Leurs crises ne m'affectaient plus, leurs histoires n'étaient plus les miennes. Le karma, dit-on, fonctionne de manière mystérieuse. Mon frère m'avait pris ma femme et moi, dans ma quête de vengeance, je lui avais tout pris. Mais la vraie vengeance, ma victoire ultime, a été de récupérer ma vie, pas la leur, celle qu'ils avaient détruite, mais quelque chose de complètement nouveau, quelque chose de plus fort, quelque chose qui m'appartenait entièrement. On dit que la vengeance ne règle rien, mais parfois, c'est le coup de pouce dont on a besoin pour enfin guérir. 5 ans plus tard, une invitation sur du papier épais et élégant, écrite en calligraphie raffinée, est arrivée dans ma boîte aux lettres. C'était une réunion de famille, organisée par nos parents vieillissants, qui aspiraient toujours à la réconciliation entre leurs fils. 5 ans s'étaient écoulés sans que je voie mon frère ou mon ex, des années au cours desquelles j'avais forgé une existence libre de l'ombre de la trahison. J'ai failli jeter cette invitation, mais la curiosité l'a emporté. La réunion aurait lieu dans la maison au bord du lac de nos parents, le même endroit où mon frère et moi passions nos étés d'enfance à construire des radeaux et à planifier des aventures. J'ai décidé d'y assister, non pas tant pour eux, mais pour mes parents, qui méritaient la paix dans leurs vieux jours, et peut-être pour une certaine conclusion personnelle, pour confirmer que le passé n'avait plus d'emprise sur moi. J'étais accompagné de ma femme actuelle, pas celle que j'avais appelée cette nuit-là au restaurant, mais une femme que j'avais rencontrée quelque temps plus tard, qui, dès le premier instant, avait vu à travers mes défenses. Elle me faisait rire sans effort et me mettait au défi sans crainte. De plus, notre fille de 2 ans passait le week-end avec ses grands-parents, ce qui nous donnait un rare moment de répit. À notre arrivée, la fête battait son plein. Mon frère,
inévitablement, était là, appuyé contre le bar, un verre à la main. Il était clair que le temps avait laissé des traces sur lui, ses cheveux s'étaient clairsemés et des rides de stress marquaient son visage. Mon ex, en revanche, avait disparu. Selon les rumeurs familiales, ils avaient divorcé il y a 3 ans. Au milieu de la conversation, mon frère m'a vu et s'est arrêté net. J'ai hoché la tête poliment, j'ai pris la main de ma femme et je me suis dirigé vers nos parents. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, il m'a trouvé seul sur le quai, à regarder le soleil peindre le lac de teintes dorées. « Tu as gagné » a-t-il dit doucement en s'asseyant lourdement à côté de moi. « C'est ce que tu voulais entendre » a-t-il demandé. Je l'ai regardé, me souvenant de cet homme avec qui j'avais partagé mon sang, mon enfance, mes premiers souvenirs. Il ressemblait maintenant à un étranger, un frère qui avait cessé d'exister tel que je me le rappelais. Non, ce que je souhaitais, c'était de ne jamais avoir fait partie de ce jeu, ai-je répondu honnêtement. Il est resté silencieux pendant quelques instants, détournant le regard. J'ai pensé à m'excuser auprès de toi 1000 fois. Mais tu ne l'as jamais fait, a-t-il commenté. J'ai fait une pause pour réfléchir, en regardant les ondulations se propager dans l'eau après le saut d'un poisson. Un pardon n'aurait probablement rien changé maintenant, même si cela aurait été la bonne chose à faire. Nous sommes restés silencieux, 2 hommes liés par le sang et la trahison, séparés par des décisions irrévocables. « Es-tu heureux » a-t-il demandé, la voix rauque, chargée d'émotions que je pouvais à peine identifier. J'ai réfléchi un instant, me souvenant de ma femme, de ma fille et de la vie que j'avais construite à partir des cendres de ce qu'il avait contribué à détruire. La paix s'était installée, car la vengeance ne me guidait plus. « Oui, je le suis » ai-je répondu. Il a hoché la tête, comme s'il assimilait une vérité attendue depuis longtemps. « Quelqu'un devrait l'être » a-t-il ajouté avant de s'éloigner. Le lendemain, sans un mot, je l'ai regardé s'éloigner en voiture, ne ressentant ni satisfaction ni regret, seulement la reconnaissance que certains chapitres, une fois fermés, doivent rester oubliés. Ma femme m'a rejoint sur le porche, glissant son bras dans le mien. « Ça va » a-t-elle demandé. J'ai souri en la serrant contre moi, mieux que ça. Parce que la vraie vengeance n'était pas de détruire quelqu'un, ni de le répudier, ni même de reconstruire ma vie, c'était de trouver un bonheur inébranlable, un bonheur que personne d'autre ne peut me prendre.